que 100 jours nous séparent de la date fatidique des élections en République démocratique du Congo. Nous sommes à 100 jours de la date du 20 décembre 2023, date à laquelle tous les Congolais iront aux urnes pour élire le nouveau président et leurs nouveaux députés. Plusieurs personnes se posent des questions. Est-ce que la CENI sera-t-elle à mesure d'organiser les élections en cette date? Certains parlent d'un forcing. Mais à ce jour, nous avons vu que l'électorat pour le dépôt de candidature à la présidentielle a été lancé par la CENI et certains de prétendants candidats aux élections présidentielles de 2023 ont déposé leur candidature. C'était le week-end dernier. Nous parlons d'Augustin Matata Mponyo, le président du LGD. Nous parlons de Constant Moutamba et j'ai aussi vu devant la CENI le sympathisant de l'ancien combattant Rex Kazadi qui est aussi allé déposer sa candidature. Donc ça prouve à suffisance que nous avançons petit à petit vers cette date des élections en République démocratique du Congo. Plusieurs personnes pensent que la CENI est en train de naviguer à vide parce qu'il y a un questionnement sur la commande des kits électoraux. Jusqu'à ce jour, ce n'est pas encore connu. Quand est-ce que les kits seront commandés? Ça va arriver à quel moment? Mais du moins, nous avançons lentement et sûrement parce que le président de la CENI, Denis Kadima, continue à rassurer. Sur ce plateau, j'ai un invité, c'est pour la première fois que nous le recevons, mais nous pensons que ça ne sera pas la dernière. Il s'appelle Maître Anis Mifia, qui est cadre du Palou, mais le Palou original, c'est le Palou qui se retrouve vers le pont Matete. C'est avec lui que nous allons essayer de débattre sur cette question électorale. La plus grande question reste posée, est-ce un forcing de la CENI? Parce que plusieurs préalables, selon certains, ne sont pas encore pris en compte. Bonjour, monsieur Anis. Bonjour, monsieur Alain. Comment vous allez? Nous allons bien et on vous remercie pour nous avoir invités sur votre plateau. Plusieurs reports, mais Dieu sait pourquoi il a permis que ça soit aujourd'hui. Avant d'entrer dans le vif du sujet, comment se porte le Palou? Surtout que la majeure partie des Congolais connaissent que le Palou a connu plusieurs scissions, mais vous êtes resté dans la partie originale. Comment est-ce que vous vous comportez? Oui, merci beaucoup. Le Palou va bien. Le Palou va bien. C'est comme vous venez de rappeler que le Palou a connu beaucoup de problèmes de scission. Il y a plusieurs de nos cadres ont choisi de diviser le parti, mais heureusement pour nous, nous sommes restés constants. Et aujourd'hui, le Palou, qui est dirigé par Godefroid Mayobo, qui était le disciple numéro 1 d'Antoine Gizenga, ce Palou-là existe et il va bien. Il va bien. Donc voilà. La première question, nous sommes à 100 jours. Je le vis, je regardais mon calendrier ce matin. Nous sommes à 100 jours, pratiquement 3 mois et 10 jours pour que les Congolais se rendent aux urnes. Pourrons-nous dire que Kadima est en train de gagner son pari ou un forcing pour plaire à certaines personnes parce que nous devons seulement aller aux élections à la date choisie par la CENI? Merci pour la question, mais il faut dire que Kadima est en train de faire son travail. Kadima fait son travail, il est là pour organiser les élections. Donc on ne peut pas l'interdire, on ne peut pas le soupçonner sur le fait qu'il était en train d'évoluer dans l'organisation des élections. La difficulté avec les élections en Afrique, en général, mais au Congo en particulier, c'est que le processus n'avance pas en améliorant. La difficulté, c'est ça. Donc, nous sommes en 2006, quand on a commencé à organiser régulièrement les élections. Alors, quand vous regardez les élections en 2006, vous regardez celles de 2011, 2018, vous vous rendez compte qu'au lieu de progresser, c'est comme si on est resté stagnant. Parfois, on recule. On recule. Pourquoi? Parce que les processus mis en place, le mécanisme qui accompagne ces processus, parfois, ne sont pas clairs, où chacun veut tirer l'épingle de son côté. C'est là la difficulté avec je vous laisse parler, mais le plus souvent, comme ce ne sont pas les opposants qui organisent, donc c'est les régimes qui essayent
de voir tout cela, ou de manigancer tout cela. Est-ce qu'il fallait désigner le régime ou les opposants? Je ne sais pas. Mais quand vous regardez par exemple le processus de désignation de membres de la CENI, oui. Vous avez vu même le président de la CENI qui devait venir du côté confession religieuse. Et vous avez vu comment l'Église a eu du mal à se mettre d'accord autour d'une candidature. Oui. Donc ça, c'est pas le pouvoir. C'est vrai qu'il peut y avoir des influences, mais du moins visiblement, nous savons que c'est l'Église qui devait désigner. Donc, la difficulté, ce n'est pas seulement du côté pouvoir ou du côté opposition. Mais moi, je pense que tous, nous devons intérioriser cette question, voir comment nous allons faire pour que le processus soit un vrai processus qui est accepté par tout le monde. C'est ça en fait la grande question. Mais ce n'est pas qu'on ne doit pas désigner seulement l'opposition ou désigner le pouvoir. Mais vraiment, tout Congolais doit comprendre que c'est le seul chemin qui devait nous permettre d'arriver à obtenir un pouvoir légitime. Alors ce chemin-là, on devait tous travailler pour l'améliorer. Et la difficulté est que chacun, quand il tire, quand il veut que les choses se fassent comme lui veut, c'est là la difficulté. C'est pourquoi vous voyez, il y a vraiment absence totale de confiance entre le partenaire. Quand vous parlez de confession religieuse, déjà, ils sont en discorde dès le départ de la désignation du président de la CENI. À ce jour, ils se tirent à boulet rouge. Il y a Monseigneur Cholet qui passe dans les médias, qui demande à ce que Kadima revienne à la raison parce qu'on doit refaire l'audit du fichier électoral. Il y a des contestations et de l'autre côté, le représentant des églises de réveil qui est le pasteur de Dokamba qui demande à la justice de se saisir, de dire de Monseigneur Cholet parce qu'il serait en train de faire l'incitation à des revendications à la population. La grande question reste, cette guerre de ces bergers profite à qui? Est-ce à la population ou aux politiques? Moi, je pense que ça profite aux politiques. Les politiques congolais, malheureusement, travaillent pour que la situation soit ainsi. Parce que des questions, par exemple, d'audit du fichier électoral, ce sont des questions que nous les connaissons déjà. De telle sorte que ça va de soi. On devait le faire sans qu'il y ait une demande brutale ou tout ce que vous voulez. On devait le faire, en principe. On devait le faire. Et quand on veut le faire, il n'est pas question de plaire à quelqu'un. Mais il est question de rassurer toutes les parties pour que quand vous participez aux élections, que ça puisse ne pas avoir de doute sur l'organisation même des élections. Alors, dire que l'abbé Cholet, on devait se saisir de ces déclarations, moi je pense que c'est un Congolais et le processus électoral, c'est un processus qui concerne tous les Congolais. À ce titre-là, nous ne voyons pas quand il réclame quelque chose en tant que Congolais, en tant que citoyen congolais. Je ne vois pas pourquoi on doit appeler. Est-ce qu'il a appelé les gens à passer à la rue? Et même s'il demandait qu'on passe à la rue, ça doit être une revendication légitime. Donc, aller jusqu'à demander à ce que la justice se saisisse, là, l'évêque est allé plus loin. Mais nous pensons effectivement qu'il y avait nécessité que pour mettre tout le monde en confiance, parce qu'en fait c'est une compétition. Oui. Pour mettre tout le monde en confiance, ça aurait été mieux que dans le processus, toutes ces étapes-là, qu'on puisse le respecter. Ça permet à ce que quand nous allons dans cette compétition-là, tous nous sommes traités au même niveau. Ah, mais alors, donc, lorsque certains demandent quelque chose et que les autres refusent, c'est à ce niveau-là que la confiance est fait défaut. En fait. Denis Kalima dit que la CENCO et le CC demandent l'audit du fichier électoral, chose qui a été faite, mais l'inquiétude de la CENCO et de l'ECC, c'est l'organe qui a audité le fichier et la durée que cet audit a pris. Est-ce que vous pensez qu'il fallait refaire cet audit du fichier électoral en dehors de toutes les revendications déjà que l'opposition a prises, qui parlaient de revoir la Cour constitutionnelle, le bureau de la CENI, toutes ces revendications, il mélangeait aussi aux revendications de la CENCO et de l'ECC.
tout ce temps-là qu'on devait prendre, est-ce que vous ne trouvez pas que ça devait endommager le calendrier? Et à l'heure actuelle, comme c'est une œuvre humaine, on nous dit qu'une œuvre humaine n'est jamais parfaite, on peut aller et voir dans les jours à venir ou à la longue, ou au prochain processus, qu'est-ce qu'il faudra améliorer. Est-ce qu'il fallait rester seulement dans ces contestations? Oui, mais la difficulté là, quand on va dans ce sens-là, ça profite à un camp et en défaveur de l'autre camp, selon la confiance que nous avons. En fait, moi, je ne suis pas technicien de processus électoral. Lorsque on est tous des partenaires, vous voyez, que ce soit le pouvoir, que ce soit l'opposition ou la société civile, tous, on est des partenaires. Les élections concernent tout le monde. Lorsqu'il y a une revendication, la solution à cette revendication doit répondre aux besoins de tout le monde, de manière égale. Alors, à quel moment on a commencé à demander cet audit-là? Voilà. Vous voyez, quand on a commencé à demander l'audit, si à cette époque-là, on avait obéi, on avait répondu positivement à ça, peut-être aujourd'hui, on passerait à une autre revendication. Mais là, nous stagnons, nous restons stagnants sur cette revendication parce que de l'autre côté, c'était la fin de nos recevoir. C'est comme ça qu'on est resté dedans. Mais moi, je pense que prochainement, si on arrive à organiser un processus, on doit faire en sorte que ce processus-là soit quelque chose d'acceptable à l'égard de tous. Parce que si vous prenez seulement, vous dites non, le temps, nous avons un problème de temps, mais c'est aujourd'hui que nous parlons du temps, mais hier, ce n'était pas la question du temps. Hier, c'était une question, on a refusé, qu'on ne peut pas trouver l'audit extérieur parce que à l'interne, on a déjà audité. Mais l'OIF avait même rejeté par rapport au délai. Autant parce qu'en fait, c'est un technicien, vous savez que ce sont des techniciens, ils savent un travail comme celui-là, quel temps que ça devait prendre. Alors, quand on commence à refuser, on vous dit, le temps que vous donnez là n'est pas suffisant. Il faut à un moment donné écouter les techniciens. Parce qu'à chaque fois que nous refusons d'écouter ceux qui ont la maîtrise d'un domaine, c'est à ce moment-là que nous passons de côté. Donc, moi je pense franchement qu'il aurait été mieux que certaines de ces revendications, surtout l'audit, parce qu'en fait, vous savez, l'audit, quand on audite, ça rassure tout le monde. Parce que vous n'allez pas oublier qu'il y a des coins où on a vu de mineurs sans relais, il y a des vidéos. Mais on a dit élagué plus de 2 ou 3 millions si je ne non mais c'est vous-même qui élaguez, c'est vous qui dites, c'est vous qui élaguez. C'est la série qui est l'organisatrice. Est-ce qu'on a vu quand vous avez élagué? Mais ça aurait été mieux. C'est après le passage de cette audit. Ça aurait été mieux qu'après que cette information-là soit confirmée par une maison indépendante. Ça dérange en quoi? Moi, je pense franchement que si c'est moi qui étais à la place de Kadima, j'accepterais qu'on puisse auditer parce que je sais que Kadima, derrière ça, il n'attend rien. Alors, mais pourquoi il doit refuser qu'on puisse auditer? Moi, je pense vraiment que on doit changer la manière de faire les choses. Sinon, on risque de rester en tout cas derrière des revendications, des contestations et même les élections elles-mêmes risquent de connaître beaucoup de problèmes. Voilà. Quand Monseigneur Cho le dit, que si Kadima continue à s'entêter, comme je venais de le dire, on risquerait, il était dans le conditionnel, pas dans l'affirmatif, on risquerait d'avoir plusieurs contestations après les élections qui pourront fragiliser aussi le bon fonctionnement de l'État, de la nation. Mais à l'heure actuelle, nous voyons tous cette volonté de la CENI de mieux faire. Est-ce que parce que seulement que c'est la tête de Kadima qui n'a pas plu, parce que nous avons vu que c'est le CC et la Synco, c'est-à-dire l'Église catholique et l'Église protestante, qui n'ont pas accompagné la candidature de Kadima. Donc est-ce que c'est parce que seulement la personne de Kadima n'a pas plu en amont, qu'en aval, il faut aussi chercher à les bloquer, à ne pas mieux faire? Je ne sais pas si on doit amener l'analyse dans ce sens-là. Non, en fait, nous réfléchissons par rapport à ce qui se dit dans la rue, que l'Église catholique et l'Église protestante ne veulent pas accompagner Kadima Po, Azamuto, Bango, Bachaki. C'est ce qui se dit dans la cité. Vous êtes politicien, vous êtes dans la politique active, c'est pourquoi nous voulons aussi avoir votre point de vue. La même église, je l'ai vu contester les élections quand Abbé Apollinaire Malouma, le paix à son âme, organisait les élections alors qu'il sortait de leur obédience. En fait. Je voulais qu'on puisse inscrire
la revendication de l'Église en général, sa revendication, on doit l'inscrire dans le sens de chercher la solution à nos problèmes. Parce que c'est par expérience. Nous avons vu, je venais de dire, le processus électoral depuis 2006 jusqu'à maintenant. Nous avons vu, on a vu comment il y a eu des contestations et d'où ces contestations provenaient. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un demande l'audit du fichier électoral, il a tort? Non, il n'a pas tort, parce que nous savons que c'est le travail humain, comme vous venez de dire. Est-ce qu'aujourd'hui, si on dit par exemple que l'organe qui doit organiser les élections, excusez-moi pour la tautologie, devait sortir du consensus, est-ce qu'on a tort de dire ça? Je pense non. Mais lorsque nous commençons à nous soupçonner, lorsque nous commençons à ne pas avoir confiance entre nous les acteurs politiques, si nous n'avons pas confiance entre nous, je vous assure que tout ce que nous allons faire ne sera que du fiasco. Parce que chacun veut que ça se passe comme il veut. Moi, je parle, je suis pas totalement d'accord avec l'Église catholique, mais la plupart de leurs revendications, je pense que ça rentre dans le cadre de l'amélioration du processus et ça pouvait vraiment aider que le pays puisse avancer. Parce qu'on ne doit pas tourner en rond dans le cadre d'organisation. Quand est-ce qu'on va réfléchir sur le développement du pays? Quand est-ce qu'on va réfléchir vous êtes tous, vous les politiciens, vous êtes plus dans la logique de réfléchir comment avoir le pouvoir, comment le conserver. Mais le développement du Congo, nous en parlons moins parce que regardons même tous ces regroupements politiques qui naissent ou tous ces regroupements politiques qui ont envoyé des candidats compétir. Moins sont ces regroupements qui parlent du développement de la population ou de la République. Nous sommes toujours dans la logique des politiciens. Avoir le pouvoir et comment le conserver le plus longtemps possible. À ce jour, plusieurs partis politiques ou regroupements politiques mettent en exergue Félix-Antoine Tshisekedi comme leur candidat. Nous avons vu le congrès de l'UNC, nous avons vu le congrès de l'UDPS, le parti d'où il vient. Nous avons vu... On attend le MLC. Vous m'avez même anticipé ma question. Nous avons vu l'ACP. Nous avons vu l'ALDEC de Mme Adel Kaïnda qui a dit que leur candidat, c'est Félix Tshisekedi ou rien. Nous commençons d'abord par vous. Le Palou original, vous accompagnez qui aux élections de 2023? Bon, il faut dire que chez nous au Palou, on ne communique pas jusqu'à là. Quand on n'a pas eu le mandat de communiquer sur une question fondamentale comme ça. Donc, c'est une question que la direction du parti... Nous devons attendre le congrès comme la direction du parti répondra. Et quand la direction aura à répondre, et nous, tout ce que nous allons faire, c'est relayer le message de la direction. Mais comme la direction ne s'est pas encore prononcée, nous, on ne peut pas anticiper pour répondre à cette question. Moi, je pense, au regard de tout ce que nous voyons, c'est la gestion du pays qui est en cause. C'est parce que nous, les Lumumbistes, par exemple, nous ne pouvons pas parler des élections lorsque le pays est en difficulté, le pays ne sait pas relever parce qu'il n'y a pas de politique qui nous permettent de relever les défis. Donc, nous pensons que quand on a le mandat, c'est vrai que c'est une lutte. On est dans un parti politique, la lutte voudrait que nous puissions avoir le pouvoir, que nous puissions le conserver. Mais on ne doit pas avoir un pouvoir pour avoir un pouvoir. Effectivement. Mais on doit avoir un pouvoir pour travailler, pour amener ce que nous avons. Amener des solutions aux problèmes des Congolais. Quand on fait la campagne, on dit que quand moi je deviens député... Voilà. Alors, quand on arrive au pouvoir, on doit être à mesure d'énumérer tout ce qu'on a promis et apporter des solutions à chacun de ces problèmes. Alors, c'est vraiment la question fondamentale. La question fondamentale, c'est ça. Mais quand vous voyez le climat actuel, quand vous voyez les bousculades autour des candidatures, les bousculades autour de la création de regroupements, il y en a des regroupements qu'on a entendu parler de noms. Mais même à l'époque, en 2018, on entendait parler de AAA. Mais après les élections, c'est disparu. Vous le voyez, nulle part c'est retrouvé quelque part pour faire des réunions. Je pense que c'est le système. C'est le système qu'il faut retravailler. Il faut refaire pour mettre autour de ça des conditions
de critères pour permettre à ce que ça, on ne se réveille pas le matin et on dit qu'on fait la politique. Non, il y a des conditions, il y a des règles que nous devons respecter pour y arriver. Mais ça demande des réformes. Ça demande des réformes, que ce soit au niveau politique, au niveau économique et au niveau structurel. Donc on doit venir avec des réformes pour permettre à ce que nous puissions nous écarter de ce que vous venez de décrire là. Parce que imaginez-vous, moi j'ai regardé la liste que le ministre de l'Intérieur a envoyée à la CENI. D'abord il a envoyé cette liste en retard. En principe, on envoie à la CENI, mais on publie ça au journal officiel. Voyez-vous, mais on n'a pas publié. Vous allez au journal officiel, vous verrez que la liste des partis politiques n'est pas publiée. C'est une entorse. Certains se plaignent jusqu'à ce jour qu'on leur a on a rayé leur nom parce que seulement qu'ils ne faisaient pas partie de l'union sacrée ou de telle autre appartenance du pouvoir. C'est des revendications. Vous savez, chacun a le droit de revendiquer, oui. Lorsqu'il estime qu'il est victime d'un traitement. Je pense que c'est légitime de revendiquer. Mais moi, je voulais plus parler de ces partis politiques qu'on a présentés à la CENI. Vous verrez que dedans, un parti politique, 5 partis politiques, le même nom, tout ce qui diffère, le même numéro d'enregistrement, tout ce qui diffère, c'est les gestionnaires du parti, c'est-à-dire l'initiateur ou le chef du parti. C'est la différence à ce niveau-là. Mais on en a connu aussi en 2018, non? Justement. IDPS Tshisekedi, IDPS Kibasa, IDPS Tibala, IDPS. Un seul numéro d'enregistrement. Alors, vous vous demandez, ça appartient à qui ces numéros-là? L'identité d'une personne. On ne peut pas voir Alain, sans qu'on ait faire la différence entre un Alain ou un Alain. Alors, que faire pour pallier à ce genre de choses? Je pense qu'il y a beaucoup de choses à corriger. Je parlais de réformes ici. Il y a beaucoup de choses à corriger. On ne doit pas faire des choses à la hâte. Vous avez vu la publication. Qu'est-ce qu'on attendait pour publier les listes de partis politiques? On devait publier en temps. Et des contestations permettre aux gens de faire des revendications. Voilà. Mais alors là, on vous publie à la veille de dépôt de candidature. Donc on vous dit, allez comme ça. Mais il y aura beaucoup de revendications. Même ceux qui sont déjà dans le processus, il y aura beaucoup de revendications parce qu'il y en a qui vont dire c'est nous, les autres diront c'est nous. Alors là, c'est vraiment, on fait appel à des revendications. Nous pensons vraiment qu'il n'est pas tard pour bien faire les choses. Nos autorités doivent nous aider à faire des réformes pour permettre à ce que chaque chose puisse se faire au moment voulu. Et là, ça permet à ce que les pays puissent changer. Mais si nous continuons à faire des choses, la même chose qu'on a fait en 2018, on fait la même chose en 2023, c'est pas possible. Alors qu'on a contesté ça et en 2023, on reprend. C'est pas possible. À ce jour, plusieurs personnes se posent des questions sur l'union sacrée. Parce que la majeure partie des Congolais se disent que apparemment l'opposition commence à avoir une perte de vitesse. Alors, les gens se posent la question sur les relations des responsables de partis politiques qui entourent le chef de l'État. J'ai vu sur la toile un Congolais qui réfléchissait, mais qui a essayé de dessiner l'union sacrée comme un grand camion transportant une lourde charge sur une pente. Et ces camions basculaient, ça risquait même de tomber dans les ravins. Quand je vis, je me suis posé maintenant plusieurs questions. Quand on a publié la liste des candidats députés, je n'avais pas vu Vital Kamerhe, mais l'UNC a fait son congrès pour porter la candidature de Félix Tshisekedi. Je n'avais pas vu Jean-Pierre Bemba, et jusqu'à ce jour, le MLC ne s'est pas encore prononcé sur qui soutenir, bien qu'ils sont dans le gouvernement, ils travaillent, ils sont de l'union sacrée. Alors ma question est celle de savoir, vous êtes politique, pensez-vous que toutes ces personnes qui entourent le chef pourront l'accompagner pour avoir une victoire aux élections, aussi longtemps qu'à 100 jours, nombre d'entre eux n'arrivent pas à se prononcer pour l'accompagner à briguer un second mandat?
D'abord, il est difficile de parler à je sais que ça sera difficile, mais je vais avoir une lecture d'un homme politique. Oui, mais moi je pense que ça peut aussi faire partie d'une stratégie que la maison a adoptée. Ne parlez pas trop, ou peut-être qu'ils ont d'autres intentions. J'ai pris le cas du MLC. Oui. Jusque-là, ils ne se prononcent pas. Les autres se sont prononcés, bien évidemment, mais le MLC ne s'est pas encore prononcé. Peut-être que quand ils vont se prononcer, on se fera une idée sur ce qui se passe. Mais nous pensons vraiment que pour ceux qui se sont prononcés, ce sont quand même des responsables. Ils savent ce qu'ils font. Donc, nous pensons qu'ils vont aller jusqu'à la fin. Vous savez, moi-même, je n'ai pas vu aussi la candidature pour Vital Kamerhe. Nous, on attendait ça beaucoup. On croyait que cette fois-là, on va respecter les accords. Avec la bataille qu'ils ont à l'est du pays avec Bahati, je me demande... Ils sont de l'Union sacrée tous, mais ils se battent là-bas, c'est compliqué. Non, mais c'est le Congolais, c'est le peuple qui va trancher. C'est le peuple qui va trancher, c'est lui qui est aimé au milieu ou qui a posé beaucoup d'actes allant dans le sens du bien-être de la population. C'est celui-là qui sera élevé. Nous pensons que c'est ça, mais dans tous les cas, ceux qui prennent la position de soutenir le chef de l'État n'ont pas tort, ce sont des responsables. Ils savent ce qu'ils apportent comme soutien. Et ceux qui ne le font pas n'ont pas non plus tort. Parce qu'en fait, ce sont des responsables qui savent faire la lecture de la situation du pays et ils pensent que aller à côté de ce qui se passe serait la voie idéale. Donc nous pensons qu'on doit soutenir. D'ailleurs, dans un pays, tout le monde ne devait pas parler le même langage. Ça, je pense. Et c'est ça la beauté de la démocratie. Donc il faut qu'il y ait des gens qui pensent le contraire de ce que les autres sont en train de penser. Donc nous le soutenons et on va voir comment ça va évoluer, surtout avec le MLC, parce que nous attendons jusqu'à aujourd'hui. Le congrès n'est pas encore fait. Peut-être que Igwe sera lui aussi candidat. Ça va se savoir. Voilà. Nous avançons petit à petit vers la fin de notre émission. La CENI a publié la suite du calendrier. La campagne électorale commence le 19 novembre, prend fin le 18 décembre à 0h. Monsieur Anissé Nufia est candidat. C'est vrai que vous avez dit que vous ne vous êtes pas encore prononcé par rapport à la candidature de qui soutenir à la présidentielle. Comment vous vous y prenez sur le terrain? Parce que cette population commence à avoir, ou aujourd'hui la population congolaise a une maturité sur les élections. Ça sera pour la 4e fois que nous irons aux urnes pour élire. Comment vous vous y prenez sur le terrain pour passer un message? C'est vrai que ce n'est pas encore la campagne, mais ce message particulier que vous donnez à cette population qui se dit abandonnée à ce jour, qui a faim, qui a la difficulté de scolariser les enfants. C'est vrai qu'aujourd'hui nous avons la gratuité de l'enseignement, mais les cahiers, les fournitures scolaires ne sont pas gratuites. Il faut s'en procurer. Avec un salaire, peut-être, les parents qui ont peut-être un salaire, je dirais dérisoire, il a 3, 4, 5 enfants, et il touche 400 000 francs, 500 000 francs. Est-ce qu'il peut subvenir à tous les besoins de ses enfants? Quel est ce discours que vous apportez à cette population sans pour autant plonger dans la campagne électorale? Oui, évidemment, le moment de la campagne n'est pas encore venu. Oui, et on est candidat. Nous avons déposé notre candidature à la députation provinciale au niveau de la commune de Kisenso. Là où nous... Vous avez pris quand même les risques de postuler à Kisenso. Oui, mais il y a la politique de rajeunir un peu la classe politique. Hein. Vous savez, à un moment donné, on est en train de chercher comment créer une nouvelle classe politique. Même au niveau de la population. C'est le rajeunissement de la classe politique. Ça passe, en fait, parce qu'on a vu que depuis 2006, ce sont les mêmes têtes et le pays n'avance pas. Nous avons dit,
On a vu qu'il n'y a pas de réforme, donc les revendications restent les mêmes. Alors, est-ce qu'il fallait continuer avec le même système ou avec les mêmes acteurs? Non, je pense qu'il fallait changer parce qu'en fait, il est dit que lorsque vous essayez, ça ne marche pas, changez de méthode. Alors, les méthodes pour nous, c'est revoir la classe politique pour essayer encore avec une autre génération. C'est exactement la même logique qui se trouve au niveau de la commune de Kisenso. Ceux qui ont déjà fait quelque chose, certainement qu'ils ont fait quelque chose, mais la population a besoin de voir de nouvelles personnes avec de nouvelles visions. Oui. Et là, peut-être ça peut permettre d'améliorer la situation. Donc, mais on sait déjà qu'un député ne construit pas de route. On sait qu'un député n'est pas là pour faire des dons. Ceux qui étaient là, certainement, ils se battent pour que Kisenso puisse revêtir de sa plus belle Europe. Vous pensez que vous allez apporter une touche particulière pour que la voix des ressortissants de cette commune se fasse entendre? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. En fait, nous ne pouvons pas contester le travail ou ignorer le travail des autres, peu importe les niveaux. Mais il y a nécessité que nous puissions changer de stratégie. Le député ne construit pas, comme vous avez dit, mais il défend les intérêts. Parce que c'est en fait le porte-parole de la population. C'est l'homme par qui la population passe pour exprimer son besoin. Alors, c'est lui qui est en face de celui qui gère. Donc, il doit être à mesure d'abord de sélectionner les problèmes de la population et de poser. Parce qu'en fait, pour poser un problème, il faut avoir la capacité de faire le lobbying. Alors, nous avons vu, surtout de notre côté, on a vu que la manière de faire n'était pas si poignante. Alors, c'est comme ça que nous avons pensé qu'il y avait lieu de renouveler la classe là pour permettre à ce qu'il y ait une nouvelle classe qui vient avec des énergies nouvelles. Et c'est ces énergies là qui vont permettre à ce que les questions ou les causes de la population de Kisenso soient entendues et que des solutions puissent venir. Parce que ça dépend aussi de la manière où vous défendez votre problème. Ça dépend de la manière où vous présentez les problèmes. Si la présentation elle-même n'est pas bonne, je vous assure que la solution ne viendra pas. C'est pourquoi nous avons pensé que maintenant, nous changeons de stratégie pour permettre à ce que la voix de la commune de Kisenso puisse être entendue partout et chercher comment trouver des solutions aux problèmes de la population. Surtout le problème du désenclavement de la commune. La commune est enclavée. Oui. Donc, nous avons besoin qu'il y ait des voies de sortie et des voies d'entrée. Ça permet à ce que les mouvements de population puissent se faire sans aucun problème. Et ce mouvement-là va permettre à ce que même les activités, que ce soit commerciales, et ainsi de suite, puissent avoir de l'impact. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons qu'une seule voie. La deuxième est en train d'être construite, c'est la route de la paix. Alors, mais la route principale, c'est celle qui part de la commune de Matete, traverse la maison communale de Kisenso jusqu'à l'intendance de Lemba. Cette route-là, qui avait déjà commencé Matete jusqu'à la maison communale, s'est arrêtée là. Ça s'est arrêté et on lutte pour que ça puisse sortir. Vous luttez, mais quels sont les résultats? Parce que, en vous suivant, je me dis, bon, c'est vrai que M. Anissé est en train de se battre pour sa population à l'heure actuelle. Comme on le dit à Lingala, élection n'a rosalate. Si nous avons si nous avons des élections, tant mieux, c'est une bagarre, vous allez vous plonger dans la bagarre. Mais si nous allons dans la logique que certains politiques veulent qu'on se mette autour d'une table pour essayer de renvoyer les élections de 12, 18 ou 24 mois, c'est ce que c'est ce que certains politiques pensent. Donc, à cette période-là, vous n'allez pas compétir pour défendre votre population. Quels sont les mécanismes que vous mettrez en place pour continuer à défendre cette population qui est en train d'espérer en vous? En fait, il faut dire que la défense des intérêts de la population, nous n'avons pas commencé avec les élections. Donc, au niveau de la commune, nous avons des structures de la société civile à travers lesquelles nous passons pour organiser, par exemple, des manifestations, de marches pacifiques pour réclamer la reprise des travaux de la route. Donc, nous avons le média comme on est en train de faire là.
nous ne pouvons pas dire que nous avons le résultat tel que souhaité. Mais nous pensons que, comme ce sont des revendications de la population, tant que ça continue à exister, nous allons continuer à défendre ça. Nous allons continuer à parler sur ces revendications-là jusqu'au moment où l'État comprendra, les dirigeants comprendront qu'il est nécessaire de s'occuper aussi de cette population qui est à côté, qui est abandonnée. Donc, nous n'attendons pas les élections pour présenter les problèmes de la commune, présenter les problèmes de la société. Nous, par des moyens comme de médias, par des moyens de revendications populaires, nous présentons ces problèmes-là, quitte à ceux qui ont le pouvoir de trouver des solutions à ces problèmes, de venir. S'ils ne viennent pas, nous, on va continuer. On ne va pas se fatiguer parce qu'il n'y aura pas d'élection. Non. Donc, les revendications, il y a beaucoup de voix. En dehors du fait d'être député, on peut aussi parler de sa commune, on peut aussi présenter les revendications de la population par d'autres mécanismes. Voilà. C'est vrai que nous allons vers les élections. Mais il y a certaines, certaines provinces, jusqu'à ce jour, il n'y a pas eu d'enrôlement. La CENI a promis d'enrôler tous les Congolais. Mais lorsqu'il a publié son calendrier, la CENI avait placé certaines contraintes. Il y a cette contrainte sur le plan sécuritaire, cette contrainte sur le plan financier. Il avait évoqué aussi en son temps cette contrainte sanitaire parce que quand il publiait, on sortait de la période du Covid-19. Mais je reste d'abord dans les deux premières contraintes que j'ai citées plus tôt. La contrainte sécuritaire et cette contrainte financière. À ce jour, à l'est de la République démocratique du Congo, nous n'avons pas encore cette paix ou cette quiétude que nous cherchons. Bunagana est à une année et quelques mois entre les mains de M23. Nos frères congolais qui ont revendiqué, qui ont cherché à faire une marche pacifique, c'est-à-dire pour demander le départ du contingent de l'EAC, donc la force régionale, le départ de la MONUSCO. C'est vrai qu'ils sont de cette secte religieuse ou politico-religieuse de Wazalendo, mais ils restent des Congolais. Ils ont été tirés, tués. On parle d'un carnage. C'est vrai que sur le voie officielle, on nous a parlé de 43 Congolais qui ont perdu la vie. Mais d'autres médias internationaux nous parlent de plus de 50 et certains parleraient d'une centaine. Mais le problème, ce n'est pas le nombre. Non. Le problème, c'est ces Congolais qui ont perdu la vie parce qu'ils ont revendiqué. Ne pensez-vous pas que cette situation vient entacher ce processus électoral? Parce qu'ils sont sortis dans la rue, ils se disaient que la paix que nous cherchons à l'est du pays, nous n'en avons pas encore. Or, c'était aussi une promesse du chef de l'État. Dès sa prise du pouvoir, il va restaurer la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, déjà, ils sont exclus dans ce processus parce que cette paix-là, nous n'en avons pas encore à l'est. En tant que Congolais, qu'est-ce que vous pouvez dire de ce qu'a vécu cette population qui était dans ce droit de revendiquer, même si c'était une secte mystico-politique ou religieux-politique, mais du moins, ils sont quand même des Congolais. Oui, monsieur le journaliste, là, vraiment, tous nous avons condamné cette manière d'agir, cette disproportionnalité de la force qui a eu vis-à-vis de nos Congolais qui voulaient revendiquer un droit légitime. Nous avons eu à condamner et on a demandé que la lumière soit faite, que ceux qui ont posé ces actes-là puissent être punis. Parce qu'en fait, tout ce qu'ils ont fait, ils n'ont fait que tuer les Congolais. Même si c'est une vie humaine et sacrée, on doit la respecter. Mais par rapport aux élections, c'est comme le président de la CENI avait dit, dans chaque organisation, il y a toujours des contraintes. Il y a des contraintes qu'on peut minimiser.
On dit, bon, ce sont des contraintes, mais on les minimise. Mais il y a des contraintes qui peuvent bloquer même le processus. Alors, jusqu'à maintenant, contraintes financières, je pense qu'on n'en parle plus. On n'en parle plus. On n'en parle plus. Contrainte sécuritaire, c'est une contrainte qui ne concerne pas la CENI, mais ça concerne le pays, c'est la gestion du pays. Comme c'est la gestion du pays, ça ne peut pas bloquer la CENI qui n'est qu'un organe d'organisation des élections. Donc ça ne peut pas bloquer la CENI. Vous acceptez qu'on a les élections, mais sans ce Congolais de l'Est? Malheureusement, oui. Malheureusement, oui, parce qu'en face de nous, nous avons le temps. Nous avons le temps, la contrainte liée au temps que le pouvoir actuel devra respecter. Alors, même si aujourd'hui on disait qu'on n'organise pas les élections au mois de décembre, il n'y a pas de garantie visible qui montre qu'avant le mois de décembre, on est capable de mettre hors d'état de nuire ceux qui occupent ces côtés-là. Donc, je pense que la question de la sécurité, c'est une question fondamentale. Ça nécessite des réflexions profondes. Ça nécessite des réflexions profondes au niveau national. Ça nécessite des réflexions, il faut que le pouvoir reste silencieux, tranquille, pour travailler, pour voir comment mettre en place des mécanismes qui permettent à ce qu'on puisse faire face à ça. Parce que moi je venais de dire qu'il n'y a pas eu trop de réformes. Cette armée-là, on doit la réformer. Tout ce que vous voyez là, même le système même sécuritaire, il faut des réformes importantes pour permettre à ce que quand on veut faire face à des mouvements comme le M23, on est à mesure de faire quelque chose. Mais ce que nous voyons là, il y a beaucoup, on tâtonne beaucoup. Et il est difficile au stade actuel de dire qu'on doit faire face à ça et qu'on doit à quelque temps réussir. Moi je pense que du côté élection, on peut évoluer, on peut continuer, mais tout en mettant en tête qu'il y a des Congolais qui ne peuvent pas voter. Et ces Congolais-là sont des citoyens qui ont droit, au même titre que nous les autres. Ils doivent eux aussi, à un moment donné, être en paix pour permettre à ce que toute la République puisse réfléchir de la même manière, tout ça. Voilà, merci beaucoup Maître Anissé Mifia pour avoir répondu à notre invitation. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin, 45 minutes, ça coule comme de l'eau. Mais vous avez une minute pour vous adresser à tous ces Congolais qui vous ont suivi. C'est vrai que certains peuvent se dire que Alobi Bouiponanini, Asali Bouiponanini, la pensée d'une personne ne dépend que de lui. Donc, vous avez une minute, adressez-vous aux Congolais qui vous ont suivi. Merci beaucoup. Pour les Congolais qui nous ont suivis, ceux qui ont pensé que j'ai dit le contraire de ce qu'eux allaient penser, c'est comme vous venez de dire là, chacun a une pensée et il a droit à exprimer sa pensée. Le mauvais côté, c'est dire des choses qui n'existent pas ou faire des insignations sur des personnes. Donc, je pense que nous avons été corrects par rapport à notre langage, mais si par mégarde, on a touché sur un endroit qui n'a pas plu à quiconque, ils vont nous en excuser. Mais nous faisons la politique. Nous pensons que la politique que nous devons faire aujourd'hui doit être une politique qui nous permet d'être le plus juste possible. Être au milieu pour permettre à ce que des réformes puissent se faire. On a vu les mandats de 5 ans, les 5 ans qui se sont écoulés. Vous avez vu, il y a eu beaucoup de tâtonnements, il y a eu beaucoup de problèmes. On n'a pas eu le temps de réfléchir sur la structuration de l'appareil étatique lui-même. On n'a pas structuré, il n'y a pas eu de réformes, on n'a pas eu des questions économiques n'étaient pas mises en évidence pour permettre à ce que puisse sortir des solutions et expérimenter ces solutions-là. Donc nous pensons que le mandat qui va venir après, on aura des personnalités capables de mettre devant ce qui est comme intérêt de la population du pays pour que demain ou après-demain, cette population qui est meurtrière puisse trouver gain de cause dans ce pays. Voilà, merci beaucoup. C'est par ces mots de Maître Anissé Mifia que nous mettons un point final à cette émission. Vous que nous avez suivis de partout, nous vous disons merci. Vous voulez participer à cette émission, écrivez-nous sur Facebook, sur mon compte, c'est écrit Alain Bodo. Vous pouvez écrire au compte de la fondation sur Facebook, Fondation Maloua. Vous pouvez nous joindre avec nos numéros privés. Il y a des numéros qui sont sur le bas de vos écrans, vous pouvez nous appeler.
Tout ce que nous disons autour de cette table, c'est pour permettre à la République démocratique du Congo d'évoluer. Personne ne peut chercher à ce que la République démocratique du Congo puisse régresser. Mais sauf que l'émergence du Congo, nous pouvons le dire, chacun de nous peut le dire à sa manière. Et nous ne réfléchirons pas de la même manière. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Je vois Torres Atibou, je vois Samuel Ilunga, je vois Rabi Fouka et à la régie finale, je vois Dombenj. Vous nous avez pris au cours de cette émission. Allez sur notre chaîne YouTube, Fondation Maloua Télévision. Vous allez prendre l'intégralité et suivre l'intégralité de cette émission et des émissions précédentes. On se retrouve demain avec un autre plaisir et d'autres invités pour d'autres sujets. Bye bye.